Alors que le conflit au Moyen-Orient tarde à se régler, on assiste quand même à des nouveaux records sur les marchés boursiers. Alors, la capsule aujourd'hui vise à mettre en perspective la réaction des investisseurs pour savoir s'il n'y a pas trop de complaisance actuellement sur les marchés financiers. Alors, sans plus tarder, débutons cette nouvelle capsule financière. Alors, comme on peut le voir, pour revenir un petit peu en arrière, on assiste quand même à une volatilité géopolitique très élevée. On avait vu que M. Trump, dans son premier mandat, s'était gardé une petite gêne. Et là, on a atteint vraiment le summum de cette incertitude-là lors des tarifs à peu près à cette période-ci l'année passée. Et on avait quand même eu une certaine accalmie en fin d'année, ce qui fait que l'année 2025 avait été quand même tout à fait intéressante là, sur les marchés financiers. Naturellement, est arrivé le conflit au mois de mars. Et ce qui est important de retenir, c'est que ce que les marchés financiers surveillent à l'heure actuelle, c'est pas les trêves, c'est pas un Trump qui nous dit que c'est à veille de se régler, c'est vraiment le trafic des navires qui recommence à prendre, et ce n'est pas le cas. Ce qu'on comprend actuellement, c'est que c'est beaucoup les compagnies d'assurance qui dictent ce qui s'en vient, à savoir, on dit à des pétroliers, si tu bouges actuellement, on ne t'assure plus. Alors, c'est ce qui fait que les Américains sont en voie d'essayer d'avoir un genre de fonds de réassurance pour essayer que tout sorte d'école, mais ça tarde à venir et donc, naturellement, ça crée encore beaucoup d'incertitudes. Quand on regarde, par contre, la volatilité qu'on a connue là, dans le pire dans les dernières semaines, on voit que le marché boursier américain a reculé à peu près là, de 9 Alors, 9 c'est quand même important, mais ça demeure quand même relativement modéré par rapport à ce qu'on a connu comme baisse, là, ne serait-ce que la baisse des tarifs qu'on a connue l'année passée de presque de 20 sur les marchés boursiers. On se souvient de la COVID, on parlait plus de moins 35. Donc, une correction de 9 à 10 en moyenne, on vit ça une fois par année. Donc, encore une fois, le marché nous envoie un message que on s'attend à ce qu'il y ait un conflit, que le conflit se règle naturellement, là, éventuellement. Et c'est bon de revenir peut-être en arrière d'un peu plus loin que le début de l'année. On se souvient quand on repart de la performance des marchés depuis l'année passée, là, en janvier 2025, que, on avait connu là encore une fois la volatilité reliée aux tarifs. Et par la suite, on a quand même eu là, vraiment une belle envolée des marchés financiers. Et on voit encore une fois là, la baisse du mois de mars et la reprise dans laquelle on assiste actuellement. Et j'attire votre attention toutefois sur la performance des obligations. Alors que les marchés boursiers ont bien fait, on voit que les obligations, depuis presque un an et demi, n'ont donné à peu près qu'une performance de 3 Alors, habituellement, quand il y a beaucoup de volatilité sur les marchés boursiers, les obligations font un peu le travail de bien nous protéger. Donc, oui, le capital est demeuré assez intact, mais il n'y a pas une grosse performance et on va l'expliquer un petit peu plus loin, la raison de ce comportement-là de la part des obligations. Alors, l'inflation, les chiffres sont sortis la semaine dernière et on peut voir on s'y attendait. Là, la hausse du prix du pétrole, naturellement, a fait augmenter là, l'inflation autant au Canada qu'aux États-Unis. Mais quand on calcule cette inflation-là, il y a souvent deux données qu'on entend parler. L'inflation totale et également l'inflation en excluant les deux éléments les plus volatiles là, dans sa composition, c'est-à-dire le prix du pétrole et également de l'alimentation. Alors, on peut voir en décortiquant ça un peu qu'au Canada, oui, en incluant l'énergie, on sait que l'inflation a augmenté, mais si on enlève et on fait abstraction de cette donnée-là, l'inflation est en diminution actuellement au Canada, ce qui donne peut-être les coups des franches éventuellement à la Banque du Canada de pouvoir retarder d'éventuelles hausses de taux. Alors qu'aux États-Unis, c'est un peu différent. On a connu une forte augmentation du prix du pétrole et de l'essence et on voit quand même que les autres éléments sous-jacents aussi ont augmenté. Donc, c'est ce qui fait qu'on s'en vient avec une Banque du Canada et une Réserve fédérale américaine qui vont avoir des objectifs différents ou des défis différents auxquels ils vont devoir affronter. Et en l'espace de 3 mois, ça change beaucoup. Là. Quand on regarde les attentes que le marché avait au niveau des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, au niveau de son taux directeur, alors on peut voir qu'avant le conflit, il y a 3 mois, les investisseurs anticipaient que le taux fédéral allait tomber de 3,75 à peu près à 3 d'ici la fin de l'année. Il y a un mois, quand le conflit a débuté, on parlait plus, dans le fond, que les taux d'intérêt allaient demeurer stables. Et là, plus ça tarde, donc plus qu'il y a de l'inflation qui s'en vient, là, on commence à anticiper qu'il y aura une hausse de taux d'intérêt avant la fin de l'année là, aux États-Unis. Donc, encore une fois, ce qui est clair, c'est que la Banque du Canada va nous parler prochainement le 10 juin. Aujourd'hui, il y a 98 de chances, selon les statistiques là, des investisseurs, ce qui est anticipé,
que les taux vont rester indemnes, statu quo. Même chose aux États-Unis, la prochaine rencontre de la Fed est le 17 de juin et on est presque assuré qu'il n'y aura pas de mouvement pour l'instant. Donc, ce qui va être à surveiller, c'est plus le discours qui va entourer ces décisions-là. Alors, la réaction maintenant du côté des marchés obligataires. Alors, vous le savez, il y a les taux directeurs qui sont régis par les banques centrales, mais au niveau du marché obligataire, ce sont les investisseurs entre eux qui décident de la structure des taux d'intérêt. Et on peut voir qu'autant au Canada qu'aux États-Unis, le taux des obligations a augmenté. Et c'est un peu normal. Imaginez qu'il y a 3 mois, on se contentait comme épargnant d'avoir une obligation du Canada d'une durée de 10 ans qui payait un rendement de 3 %. Bien là, si on voit l'inflation qui s'en vient et que les taux vont éventuellement continuer à augmenter, eh bien, on ne veut pas se contenter d'un taux de 3 %, donc on exige un montant qui est additionnel et c'est ce qui fait qu'on voit les taux d'intérêt qui ont augmenté. Alors, c'est une bonne nouvelle si je suis un épargnant qui s'apprête à investir de la nouvelle argent parce que j'ai un taux plus élevé, mais si j'ai des obligations existantes, là, un peu comme ce qu'on a vécu en 2022 avec la crise de l'Ukraine quand l'inflation s'est mise à augmenter, alors les obligations existantes temporairement ont des baisses de valeur parce que si on peut avoir une obligation neuve à 3,7, bien, celle qui paye du 3 actuellement, le marché va lui donner une valeur moins élevée, encore une fois, là, temporairement. Alors donc, c'est un peu le message du marché obligataire. Naturellement, si le conflit se règle plus rapidement qu'anticipé, ces taux d'intérêt-là pourraient redescendre et donner une belle performance aux obligations, mais quand même, on voit que les taux d'intérêt ont une certaine influence avec ce qui se passe. Au niveau des deux économies nord-américaines, on va suivre ce qu'on appelle les surprises économiques. Surprise économique, c'est que, imaginons-nous que vendredi prochain, on va avoir les statistiques sur le taux de chômage. Alors, si le marché anticipe que le taux de chômage va être à 4 % et que finalement, il sort à 5 %, j'exagère, bien à ce moment-là, c'est une nouvelle économique qui est négative. Alors, on fait un peu le suivi de ça pour voir comment l'économie va surprendre positivement ou négativement. Ça donne un peu des tendances de fond. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'actuellement, aux États-Unis, bien, les chiffres qui sortent, les données économiques surprennent positivement. Donc, c'est des chiffres meilleurs qu'anticipés. Donc, ça nous laisse voir que l'économie, quand même, ça va bien malgré ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors qu'au Canada, c'est vraiment l'inverse. Alors, autant avec ce qui se passe au niveau du conflit, la confiance des investisseurs, le fait que les taux d'intérêt peut-être pourraient augmenter éventuellement, et également tout le nuage gris par rapport à l'accord de libre-échange, les nouveaux tarifs qu'il y a eu. Là, on a vu des entreprises, là, dans le domaine du meuble, qui vivent des périodes là, très, très difficiles. Donc, c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est dans une tendance négative au niveau de l'économie canadienne. Et quand on regarde aussi la réaction des marchés boursiers canadiens et américains, donc pas depuis le début de l'année, mais depuis le début du conflit, on peut voir que les deux avaient subi à peu près la même volatilité à la baisse. Puis encore une fois, on voit que le marché canadien n'a pas encore repris où est-ce qu'on était avant le conflit, alors que du côté du marché américain, on est reparti là, de plus belle. Entre autres, le secteur technologique là, continue là, à tirer les rendements vers le haut. Et avec tout ça, quand on regarde le bilan, là, le mois de mai n'étant pas terminé, on regarde les chiffres au mois d'avril, alors on peut voir que depuis le début de l'année, les obligations, comme je le disais, une maigre performance là, de 0,4 %. Depuis un an, on parle seulement d'une performance à peu près de 1,6 %, alors que les marchés boursiers, presque 6 % dans les 4 premiers mois de l'année. Donc, encore une fois, on a tout effacé la volatilité du conflit et on parle de à peu près presque 30 % de rendement là, depuis un an. L'avantage, si je pourrais dire, d'un conflit comme on vit à l'heure actuelle, un choc pétrolier, c'est que c'est pas comme une pandémie auquel on n'avait presque aucune référence passée. Des chocs pétroliers, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Puis quand on remonte à peu près, là, seulement d'à peu près, là, en fait, une cinquantaine d'années, on peut voir que ces différents conflits-là ont eu un impact naturellement sur la hausse du prix du pétrole. Puis quand on fait la comparaison, bien, on voit que ce qui se passe actuellement demeure quand même très modéré par rapport à ce qu'on a déjà vu. Puis n'oublions pas non plus que la part du pétrole dans l'économie depuis 50 ans a beaucoup diminué parce qu'il y a différentes énergies alternatives, là, comme vous le savez, qui ont poussé. Donc, pour l'instant, ça demeure quand même très contenu. Ça peut s'aggraver. Plus longtemps que ça dure, plus ça va nuire à l'économie éventuellement. Mais pour l'instant, on peut dire que quand on compare à d'autres conflits, la hausse du prix du pétrole demeure modérée. Et ça, c'est la réaction des marchés boursiers. Alors, encore une fois, quand on met à la ligne zéro le moment que ces différentes
ces différents chocs pétroliers-là ont eu lieu, bien, on voit que ce qu'on vit à l'heure actuelle demeure quand même contenu par rapport à ce qui s'est déjà passé. Donc, et ce qui vient souvent comme question, c'est avec un prix du baril de pétrole actuellement à 100 $, est-ce que l'économie est capable de continuer à avancer quand même? Puis la morale de l'histoire, c'est que quand on regarde le prix du pétrole moyen depuis à peu près une vingtaine d'années, en ajustant tout ça à l'inflation, là, on se rend compte que c'est à peu près ça la moyenne, à peu près un baril du pétrole à 100 $. Là. La crise en Ukraine, entre autres, avait fait beaucoup augmenter le prix de l'énergie. Donc, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui peut naturellement, plus ça va se régler, tant mieux, mais on ne voit pas non plus, malgré le règlement éventuel du conflit, le pétrole redescendre à 50 $. Il va rester, là, en anglais, on dit higher for longer. Donc, c'est sûr que ce qui se passe actuellement va laisser des séquelles et probablement un prix d'énergie beaucoup plus élevé que ce qu'on a connu. Souvent, même, quand on regarde, puis je recule jusqu'à les années 70, souvent, c'est une hausse subite du prix du pétrole va même causer une récession. Vous voyez dans les zones ombragées ici, différentes récessions qui ont eu lieu, et vous voyez en bleu, dans le fond, le prix du pétrole, qui souvent, juste avant les récessions, va justement les créer, parce que ça arrive encore une fois très rapidement. Et quand on mesure un peu, c'est quoi le seuil qui fait que cette hausse subite-là va créer la récession? Bien, pour l'instant, on n'est pas là. Donc, encore une fois, oui, l'inflation, oui, un ralentissement qu'on peut percevoir, mais ça demeure comme ça, ou naturellement, si ça s'améliore, eh bien, l'économie est capable de passer par-dessus. Autre événement à surveiller aussi pour le reste de l'année, comme vous le savez, il y a un arrêt de la Cour suprême aux États-Unis et dans le fond, on a été capable d'identifier. Trump, je vous rappelle, avait des objectifs avec ses fameux tarifs d'aller chercher environ 600 milliards de nouvelles recettes fiscales sur un budget, là, un déficit de 1800 milliards. Et ce qu'on peut percevoir actuellement, c'est que c'est même pas la moitié de ça qu'il va avoir. Et là, on a presque la moitié des tarifs qui ont été chargés qui seraient soumis à un potentiel remboursement. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans l'objectif qui devait être atteint. Et souvenons-nous qu'ils utilisaient ça pour financer des baisses d'impôts, des dépenses assez importantes dans l'économie. Donc, c'est clair que le déficit américain s'en va en augmentant. Et c'est ce qui fait aussi que les marchés financiers, on va exiger un rendement de plus en plus élevé de la part des obligations américaines parce qu'on a une perception que les finances publiques ne sont loin de se remettre en l'ordre, si je peux dire, là, au cours des trimestres à venir. Avec ça, ben, je vous parlais d'entrée de jeu de complaisance et on est capable de mesurer là, cette frénésie-là de la part des investisseurs là, un peu avec leur comportement. Et pour l'instant, on voit que les investisseurs, on est quand même, quand on mesure le pessimisme et l'optimisme sur les marchés, on était dans une période, là, il n'y a pas longtemps, en mars, où il y avait beaucoup de pessimisme. Là, on est revenu quand même avec un optimisme, pas à l'extrême de ce qu'on voit souvent comme comportement lorsqu'il y a des bulles et tout ça, mais on est quand même à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, pour nous, on est toujours confortable à l'heure actuelle de maintenir le même pourcentage ou le même budget de risque en fonction des profils d'investisseurs de nos clients avec ce qui se passe à l'heure actuelle, mais c'est sûr qu'on va surveiller ça de proche pour voir s'il n'y aura pas trop d'anticipation de bonnes nouvelles là, d'avance. Et quand on regarde aussi l'évaluation pour finir des marchés boursiers, le niveau de cherté des marchés, on peut voir que pour l'instant, le marché canadien, les marchés internationaux, donc l'Europe, l'Asie, on demeure très en ligne avec les multiples ou les valorisations qu'on a connues depuis là, presque une trentaine d'années. Le marché américain demeure à un niveau plus élevé, alors à 21 fois les profits. Ce qu'on a vu depuis le début de l'année, c'est qu'avec la perception de risque qui a augmenté, la façon que les investisseurs sont prêts ou le risque qu'ils sont prêts à prendre envers des sociétés a diminué. Par contre, le sous-jacent, donc les profits des entreprises ont été vraiment au rendez-vous dans le dernier trimestre. Donc, pour l'instant, c'est ce qui fait que ça donne quand même une certaine confiance là, aux investisseurs. Alors, en espérant que cette capsule financière vous ait plu, si vous avez des questions, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Merci, bonne fin de journée.